Là, il y a juste un pont, je pense. Ouais, Pour ouvrir, comme vous connaissez. Il y a du piolet, il y a des armes, il y a vos sacs à dos. c'est très bon. On n'est pas trop mal. Ah, c'est gentil. Ça nous fait plaisir si C'est vous pas nous mal dites. du tout. Si vous nous dites, ça nous fait plaisir parce que c'est ce C'est qu'on pas voulait. mal du tout. On s'efforce évidemment de les. On s'efforçait de camoufler ça dans des herbages. Ah, par dans les exemple. herbages, ouais. Comme ça derrière. Évidemment. Ouais. Oui, oui, oui. C'est oui, pour oui. ça qu'on a mis un peu de branchage des fois. Très sur bien, les c'est pentes. ça, c'est très bien. Voilà, comme ça. Bien. Oui, oui. Ah bah c'est bien. Voilà, les vieilles cartes. C'est remarquable que vous vous intéressiez encore à ce genre de Bah, choses. oui, mais bon, c'était normal. C'est pour essayer C'est pour pas oublier tout ça. de perpétuer et puis quelque part c'est notre façon à nous De vous remercier. voilà. bon, et, voilà. puis, et puis de rendre hommage et puis de ne pas oublier. C'est fait pour me voir, hein. Oui. Mais Et en fait sur les camps, quand vous étiez en camp de toile comme ça, donc Stéphane en fait, d'après ce qu'on a lu dans votre livre, en fait il vous laissait pas de moment de répit, il y avait toujours l'instruction ça. du crapahut, du sport et de la montagne, beaucoup de montagne. Ah oui, oui. Et moi, ce que je voulais savoir, parce que j'ai un thème surtout matériel montagne, et c'est que bon, vous en parlez dans votre livre, mais par contre, plus en détail, est-ce que tout le monde avait des piolets l'hiver, par exemple? Oh non. D'accord. Au niveau des raquettes, Non, 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 non. Non, pas- Raquette, on n'en avait pas. mais des skis, oui. On a eu des skis. D'accord. oui. Est-ce que vous aviez des skis qui sortaient de Narvik, qui avaient fait Narvik, des skis en bois sûrement peut-être, avec des fixations Kandahar, vous vous rappelez? On avait Des skis en bois, quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment, vous dites dans votre livre, alors vous partez, vous crapahutez avec des haches, des bons. Vous trempez dans la neige et tout. Ah oui, Des- ah, oui. On a eu des choses extravagantes. Hein. Extravagantes. Et les choses qui m'ont frappé, c'est que Stéphane savait revenir C'est ça. Hein? Je me rappelle, j'ai écrit, mais j'ai pas mis la totalité. Parce que c'était un malheureux gars qui était vraiment, vraiment à bout. Il s'est écroulé. Hein. Il avait peut-être, il était chez nous peut-être depuis un mois. Hein. Alors il n'avait pas notre entraînement. Pour nous, pour moi, c'était encore une promenade à ce moment-là. Le malheureux était effondré. Hein. Et il dit, Stéphane, il était dans le groupe de pointe, c'est-à-dire que quand on marchait, quand toute la compagnie se déplaçait, on marchait, il y avait un groupe en éclaireur de pointe, hein, un deuxième groupe dans lequel était Stéphane, hein, et puis le reste suivait. Et ça changeait constamment. Ça changeait constamment. Et ce jour-là, Stéphane était dans mon groupe. Hein. Et alors on voit que devant ça s'arrête. Il y a un gars qui arrive du groupe devant qui dit ah, c'est X, je ne sais plus comment il s'appelait, qui s'est effondré, il est à bout. Alors Stéphane va voir, je l'accompagne évidemment, puisqu'il était sous ma garde, Stéphane à ce moment-là. Je l'accompagne avec un autre éclaireur de pointe, et le pauvre gars était effondré par terre, avec ses deux sacs à dos, le sien, et puis un deuxième sac à dos par-dessus les munitions du groupe. Hein? Ah oui, parce que ça, oui. Et son sac à dos il était énorme parce que c'est toute la compagnie qui se déplaçait. Le pauvre type était par terre et il dit à Stéphane, tuez-moi, j'en peux plus, je ne peux plus faire en paix. Tuez-moi, je serai enfin en paix. Alors Stéphane lui dit, il laisse, puis méchamment, hein, dites donc mon vieux, j'ai pas l'habitude de discuter debout avec un gars qui est couché. Vous pourriez peut-être avoir la politesse de vous lever. Alors moi je dis non mais. Alors le pauvre gars, il n'arrivait même pas à se débarrasser de son sac, hein, qui était bloqué ici, bloqué aux épaules. Alors deux de ses membres du même groupe
l'aide à se... Et puis le mettre debout, hein. Et puis, il était comme ça, hein. Alors là, gentiment, Stéphane, il parle, il dit alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'en peux plus, tu es moi, je ne peux plus faire un pas. Je ne peux plus faire un pas. Oh, alors ça traîne, vous savez, il fait durer un peu. Avancez vers votre pied droit. Avance vers le pied droit, enfin, vous me suivez. C'est de l'humour. Oui, oui. Ah, hein. Mettez le gauche devant. Hein? Ah oui. Ah, avancez encore le pied droit. Ah. Alors ça durait, hein. Encore le gauche devant. Alors qu'est-ce que vous me racontez là? Vous ne pouvez plus faire un pas. Vous voulez en faire 4. Alors c'est n'importe quoi. C'est une question de volonté. Et cette volonté, vous l'avez. Alors en avant. Ben, le gars est reparti. Hein? Les copains ont pris son sac. Un autre a pris le sac de munitions. Puis il est reparti. Bravo. Il recevait les ordres de Grenoble, de l'état-major. Il y avait un agent de liaison Grenoble, Lamure. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 2 ou 3 parce que Lamure était très important. Et puis l'agent de liaison entre Lamure et le désert en Val-Jouffret, c'était Julien Gaillard, le cantonnier. Et entre notre petit groupe et Julien Gaillard, c'était cousin. Si bien que j'allais tout le temps chez Julien Gaillard, tous les jours. Si on était trop loin du désert, quelquefois on partait du désert, on allait au Font-Urbain ou en altitude, et ben j'étais 2 jours sans aller chez Julien. Et d'autres fois, donc j'ai donc été adopté vraiment par la famille Julien Gaillard. Julien Gaillard, qui était donc un homme au premier abord brutal, difficile, hein. Des œufs. Et qui avait un fils qui s'appelait Julien comme lui, qui avait 3 ans de moins que moi. Mais lui, il était resté à l'école, il n'était pas dans la résistance, bien sûr. Et une petite fille qui avait 5 ou 6 ans de moins que moi. 10 ans de moins que moi. Bon, bref, je faisais toujours la liaison. Hein. Et quand on est arrivé, on m'a présenté à Julien Gaillard, et la première matinée, j'ai dit, mais les pauvres gens, ignorants, c'est le Moyen-Âge ici. Eh bien, les pauvres gens ignorants du Moyen-Âge, ils m'ont appris infiniment, parce que moi, je ne leur ai rien appris. Oui, Eux, ils m'ont tout appris, c'était moi l'ignorant. Ouais. Et là, je l'ai réalisé très vite, hein, parce qu'ils m'ont appris À vous débrouiller, quoi. à attraper des truites à la main. Ouais. Vous savez attraper des truites à J'ai la fait main? une fois, ça. Ah, moi, je le fais, je vous fais ça, hein. C'est les caresses. Ah, par derrière, Par derrière, hop, on les sort. il y a une technique. Il y a Hein. une technique. Ils nous ont appris à attraper des... enfin, tout un tas de bestioles, comment ça s'appelle, qui vivent dans des souterrains là, et qui grossissent à des marmottes. Marmotte. C'est immangeable, les marmottes. Immangeable. En ragoût. Oh, ragoût, c'est Ragoût, bon. c'est bon. C'est fort, mais c'est bon. Les jeunes. Oui, mais... Parce que j'ai lu votre livre, beaucoup non, d'entre ça, nous, non, on a non. lu votre livre plusieurs fois. Et en fait, donc vous racontez toute la période jusqu'à la libération de Grenoble. Oui. Et après, vous avez décidé de pas suivre en Maurienne. Quel a été votre, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision en fait, à pas continuer en Maurienne? Ben, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que mon père était décédé 6 mois avant que Vous partiez. je prenne le maquis. Je suis parti quand même. Vous savez, c'était difficile d'apprendre. Hein. Et bon, il y avait une question matérielle. Mes parents avaient fait de gros efforts pour me payer ses études. Et je ne voulais pas abandonner ma mère qui était veuve. Vous étiez soutien de C'est famille. pour en ça. fait. Ouais, Vous voilà. êtes retrouvé soutien de famille en fait. C'est Ah. ça. C'est ça la raison qui La m'a fait raison que, principale, de toute façon, je ne serais jamais resté dans l'armée. Hein. ouais. Ouais. Pour quelle, Donc en fait, vous avez quitté à peu près au moment où la compagnie Oh, bah, Stéphane, c'était... après au moment où Grenoble. la compagnie Stéphane passait 15e BCA à peu près. c'est ça Ah oui, c'est ça. Oui, C'est ça, oui. ouais. après Grenoble. Ah oui, oui, moi j'étais pas le 15e BCA. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, parce que 15e BCA,
Détachement d'armée des Alpes, c'est novembre 44 à peu près. C'est ça, c'est ça. Et vous avez fait le premier bataillon de marche? J'y suis, pardon. Non? Vous avez fait le premier bataillon de marche ou pas? Ah non, j'ai pas été. J'ai été remobilisé après. D'ailleurs, j'ai écrit et je me suis comporté en voyou. Ah oui, non, parce que je suis tombé sur une bande d'abrutis, ça, alors là, ça me dépassait totalement. Et je m'en foutais complètement. Après la fin de la guerre, il s'est marié, il a épousé une... comment ça s'appelle, une militaire de l'époque, oui, enfin des gens qui s'occupaient de l'armée. L'administration. Ah, voilà. Oui. Et il avait 2 enfants, deux garçons, et un troisième qui allait l'être, lorsque il a été désigné pour partir en Indochine. Ça lui était très facile de refuser pour 2 raisons. D'abord, l'âge, Un bon début. l'âge enfin. Mais surtout le fait qu'il était marié, qu'il avait 2 enfants, et il pouvait avoir un poste très élevé en France, en tant qu'officier d'active. Hein. Ça ne nuisait absolument pas à son avancement. C'était pour tes parents, D'ailleurs, mais c'est pour ça qu'il l'aurait. ta mère elle a dit oui, c'est Donc- trop mignon. Et il a tenu à partir malgré tout. Alors ça, personne n'a compris. Parce qu'il a été tué en Indochine, hein, dans un... Personne n'a compris. À ce point que ses obsèques ont eu lieu là-bas, mais le corps a été ramené. Oui. Il n'y avait personne de sa famille. Toute sa famille, personne n'est venu aux obsèques. Tant qu'il cause, je Toute sa crois que- famille l'a rejeté. Sa femme, Tant qu'il cause, les il le laisse enfants, causer. les parents. Tout le monde l'a rejeté. Il y avait aux obsèques de Stéphane, Les anciens de son maquis. il n'y avait que les maquis. Hein. Et une des sœurs de Stéphane était au courant, bien sûr. Parce qu'ils habitent à Fontaine-les-Dijon. Il est incinéré à Fontaine-les-Dijon. Hein. Et les tombeaux de la famille sont à Fontaine-les-Dijon. Donc toute la famille est à Fontaine-les-Dijon, et lorsque nous étions à la cérémonie de Ses obsèques. oui, donc il n'y avait personne de la famille, ni sa femme, ni les enfants, ni les parents. Et une sœur est venue me voir, moi, personnellement, en dehors de tous, pour me dire, pour me remercier d'avoir... C'est triste. Non, il n'aurait pas dû accepter de partir en Indochine, on n'a pas compris. Comment Un affreux matheux. Et j'avais concocté un système de code que j'estimais indéchiffrable. Et je suis persuadé qu'il l'est toujours. Je peux vous l'apprendre si vous voulez, ça peut vous servir. Oui, je suis persuadé qu'il l'est toujours. Et Stéphane, quand il a vu le truc, il était tout à fait d'accord pour que je prenne des notes. Si bien qu'au jour le jour, j'ai pris des notes sous forme codée. C'était des colonnes de chiffres. Hein. Et j'ai fait un premier carnet de colonnes de chiffres. Quand il était plein, j'en ai fait un second. Puis quand le second est venu, j'en ai fait un troisième. Toute l'occupation avec Stéphane est sous 3 carnets sous forme de colonnes de chiffres. Ces carnets, le premier a été écrit, je l'ai planqué sous un rocher, là-haut, je vous y mène tout de suite encore, hein. Emballé comme ça, parce qu'il y avait de la neige et tout, hein. Et j'avais bien caché sous un rocher, bien protégé et tout. Puis les 3 carnets ont été emballés comme ça et planqués sous le rocher, le même, les 3 ensemble.
Puis, Libération et tous les années ont passé. Nous nous sommes mariés. Et puis, ça fait 6 ans après. Je dis, mais c'est idiot, mais j'ai mis 3 carnets là-haut, on va aller les récupérer. 5 années après, 5-6 années après. Et alors, avec mon épouse, nous sommes montés ici et j'ai retrouvé un ancien Stéphane qui était mon éclaireur de pointe, qui savait où c'était. Zéphyr, oui. Et on est parti. Non, c'était Lomblair, c'est pas Zéphyr, c'est Lomblair. Il est venu avec nous. Il est venu avec nous pour être sûr qu'on retrouve le carnet. On a retrouvé les 3 carnets. Ils étaient dans un état. Vous pensez, ils avaient passé 6 années emballés dans du papier comme ça, sous un rocher. Bon. Puis j'ai rapporté à la maison, je l'ai séché soigneusement. Puis je les ai mis en... Oui, mon fils me dit ça aussi. Et puis je les ai mis. C'est que là, il me dit, mais maman, pourquoi tu l'as fait? Je les ai séchés. Je les ai séchés soigneusement et puis mis dans un tiroir. Les années ont passé, peut-être une dizaine d'années ou une douzaine d'années. Puis en rangeant les affaires, les 3 carnets. J'ai dit, mais c'est idiot ça, je vais les déchiffrer. Donc, 15 ans après, facilement, j'ai déchiffré les 3 carnets qui étaient sous forme de colonne. Ça m'a permis d'écrire ce livre. Mais je suis un affreux-matheux, je ne suis pas un littéraire du tout. Et c'était un livre, bon, c'était ce qui s'était passé, c'est ce qui est dans le livre. Hein. Mais en français, il n'y avait pas de faute d'orthographe, c'était bon. Et puis c'est tout. J'ai donné plusieurs exemplaires de ce livre à de la famille ou à des amis. Et un jour, je reçois un coup de fil des presses universitaires de Grenoble. Monsieur, on voudrait vous voir parce qu'on envisage de publier vos écrits. J'ai dit non, mais c'est une histoire de fou. Je connais bien la question parce que ma marraine, c'était la numéro 1 de Flammarion. C'était la grande patronne de Camille Flammarion, alors je connaissais parfaitement le problème. Hein. Je dis, monsieur, on vous demande l'autorisation de publier vos écrits. Peut-on venir vous voir? Ils sont venus à 2 de Grenoble me visiter à Paris. Je dis, mais expliquez-moi ça. Alors j'ai compris, parce que j'avais donné un exemplaire de mes écrits au général Alain Leray. Non, c'est moi, ouais, c'est moi. C'est Leray qui a donc écrit, qui a été publié, lui, par les presses universitaires, qui a demandé que ce soit écrit, parce que ce que j'avais écrit, c'était la vérité. Et c'est grâce à Leray, alors ces braves gens m'ont demandé d'écrire ça en français, évidemment. Alors j'ai repris mes écrits et je les ai mis en moins mauvais français. C'est ce que vous avez là sous les yeux. C'est vraiment une histoire de fou parce que jamais un livre n'a été publié de cette façon-là. Hein. Vous écrivez un livre, vous êtes remarquable écrivain, vous avez une chance sur 100 d'écrire. Eh ben merci beaucoup. Voilà, moi, ce que j'ai écrit, c'était impubliable.